Vas-y, on y va? Ben, bonjour, bienvenue à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez préféré venir ici plutôt que de faire du ballon poire dehors. Moi, j'étais vraiment tentée de rester là-bas. On a une petite heure devant nous pour aborder un sujet qui est quand même assez vaste, qu'on aurait pu aller travailler avec différents angles. euh, Philosophique, morale, sociologique, etc. Non, on a choisi l'angle environnemental. Je m'appelle Judith Oliver, je suis la chef de pupitre d'un média coopératif qui s'appelle 1.5 et qui, depuis 2017, développe le journalisme de solutions en lien avec l'action climatique au Québec. Je suis sociologue de formation, j'ai aucune formation scientifique, mais on travaille très étroitement avec des chercheurs, notamment à travers la coopérative qui a vu naître 1.5, qui s'appelle Futur Simple, et donc Clémence est la fondatrice. Bonjour, donc oui, Clémence Laloze, fondatrice cofondatrice à la direction générale de Futur Simple. Donc Futur Simple, rapidement, on est la coop qui héberge 1.5. Donc nous, on s'intéresse à essayer de comprendre ce qui fait que les gens disent que c'est urgent d'agir, mais qui font pas grand-chose. Donc on a des activités médiatiques avec 1.5 notamment, et une autre plateforme qu'on a lancée au mois de janvier qui s'appelle Fake à destination des 18-35 ans. On a des activités de recherche, justement, pour essayer de comprendre pourquoi il y a ces freins-là. Et on a des activités de conseil et d'accompagnement des organisations en communication environnementale et en sciences comportementales, avec un fort volet de mobilisation des connaissances parce qu'on produit de la nouvelle donnée dans Futur Simple. Et puis c'est important pour nous de la partager avec l'ensemble de l'écosystème pour que collectivement, on soit plus efficace. Donc aujourd'hui, c'est les ordres de grandeur qui nous intéressent pour cette présentation-là. Pouvoir changer de slide. Alors, en préparant ce webinaire, j'écoutais un podcast, un épisode de podcast, ça s'appelle Les Chaleurs humaines, c'est Le Monde qui a organisé ça, puis l'animateur commençait son épisode qui concernait les gestes individuels et collectifs par rapport au climat par la description de sa matinée où il avait été sursollicité de messages qui l'enjoignaient à poser des gestes éco-responsables ou environnementaux. Et c'était vraiment amusant, ça allait du message officiel du ministère de l'Environnement jusqu'à son paquet de mouchoirs qui lui promettait de sauver l'Amazonie. Et j'ai ri jaune, évidemment. Euh, Ça nous rappelle vraiment à quel point les injonctions à ces gestes-là viennent de partout aujourd'hui, de sources très officielles, qui peuvent être des institutions publiques. Ça circule dans les médias, ça circule beaucoup dans les publicités, mais ça peut aussi venir de nos proches, de nos collègues, etc. Et ce brouhaha tend à nous brouiller un petit peu les repères. C'est assez compliqué de savoir par quoi on commence, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a un réel impact. La difficulté à se repérer, elle tient pas à nous ou à une compétence qu'on aurait, nous. C'est parfois ces fameux messages, c'est des vecteurs d'éco-blanchiment, hein. Quand on pense aux grandes chaînes qui nous proposent de ramener nos habits pour les recycler, mais de gagner en échange des bons d'achat pour continuer à acheter. C'est pas nous qui avons un défaut de raisonnement, c'est assez complexe. Le sujet en lui-même est multifactoriel. Et globalement, ces messages, si on veut un peu résumer, il y a deux tendances un petit peu lourdes derrière, celle de super responsabiliser les individus et donc de faire passer la lutte contre les changements climatiques ou l'adaptation sur les épaules des individus pour regarder le moins possible ce qui se passe du côté des grandes structures, ou à l'inverse, un biais qui est plutôt de décrédibiliser. Bon, tu fais ton compost, mais pendant ce temps-là, il y a le tourisme spatial qui se développe. Dans un cas comme dans l'autre, c'est difficile de raisonner. Donc c'est pour ça qu'on voulait se ramener un petit peu à des faits. Notre intention, c'est d'apporter un petit peu de clarté et de mesure pour faciliter nos choix quotidiens et à travers tout ça, prendre soin de notre santé mentale parce que ce bruit constant, ça génère pas mal d'anxiété, en tout cas chez moi. Pour le déroulement, je vous propose qu'on commence par une présentation qui dure à peu près une trentaine de minutes, mais on ouvrira la salle et en ligne, je ne sais pas combien vous êtes, aux échanges et aux questions. On va s'efforcer d'y répondre, mais s'il y a des questions trop complexes, on ira les ramener auprès de notre scientifique avant de vous revenir. On va pouvoir passer à la slide suivante.
Alors, commençons vraiment par le commencement. Pourquoi c'est important de se poser ces questions-là des ordres de grandeur de nos actes? On avait envie de rappeler déjà parce que c'est possible. C'est possible au niveau individuel de réduire notre empreinte environnementale et notre empreinte carbone de manière relativement significative parce qu'on est plusieurs à en avoir envie et parce qu'on est plusieurs à trouver que c'est important. Juste se rappeler ça, c'est quand même essentiel. Mais on avait aussi... Enfin, pourquoi ça? Parce qu'on ne peut pas être parfait. C'est très, très difficile d'avoir un contrôle complet sur nos vies, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui dépassent nos actes. Donc, se rappeler aussi qu'on ne peut pas être parfait et qu'avoir une meilleure idée des ordres de grandeur de l'impact de nos actes, bah, ça nous permet de peut-être mieux cibler ceux auxquels on doit ou on peut renoncer plus facilement. Alors ici, on a pris l'empreinte carbone. C'est une petite lorgnette, la réduction des gaz à effet de serre, parce que c'est une des mesures qui circulent le plus souvent. C'est un mono-indicateur, alors que les enjeux environnementaux sont très complexes, mais ça fait partie des indicateurs qui circulent le plus, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont en développement, mais même celui-ci, il est à prendre avec pas mal de doigté. On peut passer à la slide suivante. Donc au Québec, on vous a mis ici les sources d'émissions de gaz à effet de serre, donc pour l'année 2022, qui est la dernière année de référence du ministère de l'Environnement. Ce qu'on voit, c'est que 43% des émissions de gaz à effet de serre au Québec relèvent du transport. Donc ça inclut autant le transport individuel que le transport de marchandises, et que c'est vraiment le transport en général. C'est une donnée qui est assez stable depuis plusieurs années et puis qui est sans grande surprise quand on connaît la place de l'auto notamment dans notre culture. Le deuxième poste, c'est les industries, 31%, et le troisième, l'agriculture, à 10%. Donc, ce qu'on voit, et puis après, on peut regarder les autres en détail, mais c'est que 80% à peu près de nos émissions de gaz à effet de serre au Québec dépendent pas seulement de l'individu, dépendent vraiment de quelque chose, d'une façon dont est structurée notre société, notre économie, avec le transport de marchandises, avec l'industrie, l'agriculture, etc. Donc c'est là qu'on veut en arriver, comme quoi finalement la réduction des gaz à effet de serre n'est pas juste une question individuelle. C'est une question individuelle, mais pas seulement. On peut passer à la slide suivante. C'est bon? Parfait. Effectivement, dans une société qui est aussi structurellement carbonée, on peut se demander la portée de ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. En fait, ce chiffre-là, il n'existe pas pour le Québec. Ça n'a pas été fait de quantifier la portée de ce qu'on peut faire au niveau des individus par rapport aux émissions collectives. C'est un chiffre qui a été produit par une agence d'ingénieurs en France qui s'appelle Carbone 4. On l'a mise parce qu'elle donne quand même une ordre de grandeur assez intéressant. Au départ, cette étude, elle a été faite pour lutter contre la surresponsabilisation des gestes individuels, ce dont on parlait au début. Donc faire vraiment essentiellement reposer la faute et donc les leviers sur les individus. Pour corriger un petit peu le tir, cette agence a essayé de montrer que c'est une part, seulement un quart des réductions peuvent venir des individus isolément. En fait, le débat de la responsabilité des émissions, d'où ça vient, c'est un débat qui est aussi vieux que le réchauffement climatique et qui est en fait un petit peu stérile. C'est comme si il y en avait un qui pouvait fonctionner sans l'autre, ce qui ne pourrait pas vraiment fonctionner. Puis ce chiffre-là, en fait, il est toujours vu de deux manières. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, bah, on agit sur quasiment rien. Le plus gros, c'est le collectif. Puis ça a tendance à être très démobilisateur, alors qu'on peut aussi le voir comme, ben, on peut déjà agir sur 25%, nous tout seuls avec nos petits bras. Donc on peut le voir de deux manières. Et ce 25%, c'est un ordre de grandeur, mais en fait, quand on va un petit peu plus loin dans les choses, et l'étude Carbone 4 le montre, selon notre statut social, ce pourcentage de 25% peut considérablement monter. Il peut monter jusqu'à 45%. Donc, c'est quand même intéressant. On peut passer à la slide suivante. En fait, si on veut réduire nos émissions, c'est un petit peu comme
pour réduire l'aire d'un rectangle, il faut à la fois agir sur la largeur et sur la hauteur. Donc, il faut à la fois décarboner la production, nos sociétés, la manière dont on consomme, dont on se déplace, etc. Mais on peut aussi jouer sur la sobriété des usages, l'efficacité des usages, etc. Donc, c'est plutôt à penser comme des choses qui se combinent que comme des choses qui s'opposent. L'empreinte carbone, on peut passer à la suivante. Merci. Donc l'empreinte carbone peut mesurer en fait, elle peut être mesurée de différentes façons. Le chiffre qu'on voit là, 9,1 tonnes, ça c'est le poids individuel qu'on porterait ici au Québec. C'est l'empreinte des ménages qui est liée à la consommation des ménages. Donc si vous utilisez des biens ou des services pour la consommation au Québec, ces émissions vont être calculées à la fois ici au Québec, mais aussi au Canada et dans le reste du monde en fonction de là où l'objet, le service a été produit, transporté, etc. etc. L'objectif de l'accord de Paris, l'accord multilatéral de Paris, c'est pour réduire, comment dire, contraindre, non pas contraindre, limiter, contenir, c'est ça le mot que je cherchais, contenir le réchauffement climatique à 1,5, d'où notre nom. Il faudrait arriver à un équivalent CO2 de 2 tonnes par personne. Donc on voit un petit peu l'échelle enfin, voilà, le changement le changement d'échelle qu'il faut qu'on fasse. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc le GIEC recommande, donc le groupe international d'études du climat, de descendre à 2 tonnes. Comme on le disait tantôt, nous, individus, on s'inscrit dans une société, dans un système économique qui font que, à moins d'être un ermite au fin fond de sa forêt, c'est difficile de ne pas se laisser influencer par ce système-là. Donc oui, il faut absolument qu'on arrive sous le 2 tonnes, que juste nous, avec notre petit 25% qu'on a vu tantôt individuel, arriver sous ce 2 tonnes, c'est extrêmement difficile. Donc en tant qu'individu, c'est d'arriver à tendre vers ce 2 tonnes, mais ça peut être aussi un outil pour se guider, de dire, OK, par exemple, si je fais, et puis je ne veux pas vendre de punch pour la suite, mais en gros, si je fais un vol Montréal-Paris, c'est 1,2 tonnes. Donc on se rend compte que par rapport à ce 2 tonnes qu'il faudrait, c'est surproportionné. C'est complètement disproportionné. Fait que ça peut devenir un outil de référence pour se dire, OK, est-ce que ça fait sens dans un monde où on devrait être à 2 tonnes? Est-ce que ça peut faire sens ou pas? D'y arriver, il y a des études qui montrent que oui, ça pourrait se faire, mais c'est extrêmement contraignant. Et puis encore une fois, on a juste notre petit 25% sur lequel nous, on peut agir. Ça prend que le reste du 75% avance aussi et puis change les façons de faire et les façons d'être pour que nous, on arrive à atteindre ce 2 tonnes aussi. Poser des questions pendant la présentation ou c'est après? Je pense que ça serait plus facile après pour le suivi de tout le monde. C'est correct? OK. On peut changer de... Donc, on présentait tantôt les émissions de gaz à effet de serre au niveau du Québec, mais concrètement, ça veut dire quoi le 9,1 tonnes des ménages québécois? Ce qu'on voit, c'est que là encore, il y a 75%, donc les 3/4 de nos émissions en tant qu'individus qui viennent de 4 postes. On retrouve le carburant, donc le transport. On retrouve les aliments et les boissons en deuxième poste à 25%. Le troisième, c'est d'autres combustibles qui sont utilisés. Ça peut être par exemple le gaz naturel, l'électricité, etc. Et enfin, c'est le matériel et services de transport, donc par exemple les livraisons, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ces 4 postes-là qui sont les postes clés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas agir sur les autres. Ça dépend de nos réalités. Ça, c'est une moyenne pour l'ensemble des individus. Mais on voit déjà qu'en travaillant ces 4 postes-là, on est capable d'avoir un gain important sur notre empreinte carbone individuelle. Si on passe à la suivante, puis on est désolé, on a un petit problème de clicker qui fait que ça ne marche pas. Donc, on est obligé de demander. Donc, comment est-ce qu'on peut agir? Il y a 2 principales façons d'agir. La première, c'est ce qu'on a appelé le pouvoir d'agir. Donc ça, c'est concrètement les gestes qu'on pose, les changements d'habitude, etc. Tout ce qui est très concret qui contribue directement à réduire notre empreinte carbone. Il y a un autre type d'action qui existe, qu'on a tendance à oublier ou dont on minimise souvent l'impact, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'influence. Donc ça peut être, par exemple, ça va être d'aller voter, ça va être de participer à des comités ou des groupes citoyens, ça peut être d'écrire à son député aussi. Il
Il y a plein de formes. Et puis pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça permet d'influencer le 75% collectif qu'on a vu tantôt. On a besoin que ce 75% collectif bouge. Puis oui, on peut attendre qu'il bouge tout seul, mais on peut aussi contribuer à l'influencer. Puis on y reviendra, mais on a plus de poids qu'on ne croit sur ce collectif-là. Comme là, on parle d'ordre de grandeur, d'empreinte carbone, et puis que c'est très difficile de quantifier mon impact quand je vais voter ou quand je participe à un comité citoyen. Pour ce webinaire-ci, on se concentre vraiment sur le pouvoir d'agir, mais on va quand même reparler du pouvoir d'influence par la suite. Pour la slide suivante, ok, bon, il y a eu un petit problème de format, mais on vous fait confiance pour arriver à discerner. Ce qu'on voulait vous expliquer, c'est que là, on parle d'empreinte carbone et puis Judith en a parlé un petit peu tantôt parce que c'est quantifiable, parce que ça fait plusieurs années qu'on y arrive, même si les méthodologies peuvent différer, fait que, bref, ça reste assez compliqué. Mais c'est une lunette qu'on peut avoir. Il y a plein d'autres lunettes qui existent. On peut penser en termes de l'empreinte en termes de santé, en termes d'équité, en termes de biodiversité, en termes d'eau. Puis avoir juste les lunettes du climat, ça peut être, en fait, ça peut conduire à des situations où on peut avoir des impacts négatifs autres sans les avoir considérés. Si je prends un exemple, par exemple, la voiture électrique, on pourrait avoir la réflexion simpliste de les voitures à essence polluent. Si on met des voitures électriques, tout va bien aller. D'un point de vue climat, oui, on a résolu le problème du climat. D'un point de vue sociétal, c'est beaucoup plus compliqué parce que les voitures, qu'elles soient à essence ou qu'elles soient électriques, émettent, en fait, à chaque fois qu'elles roulent, il y a des particules de plastique qui se détachent des roues et qui vont polluer les cours d'eau, polluer les sols, etc. Si on pense aussi que les voitures électriques, par exemple, elles vont contribuer à l'étalement urbain. C'est-à-dire qu'on voit, et puis il y a des dizaines d'études là-dessus. Plus les gens des voitures, plus ils vont être capables d'aller loin. Donc, on empiète sur des milieux humides, on impacte la biodiversité. Les voitures électriques, c'est aussi des métaux rares qui vont avoir un impact sur l'environnement, sur les populations, parce que souvent, ils sont extraits dans des pays où les normes du travail ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc, il y a tous ces enjeux que si on voit juste la lorgnette du climat, on a l'impression d'avoir tout réussi, alors qu'en fait, on a besoin d'élargir un petit peu notre point de vue. Là encore, comme on avait pour les ordres de grandeur, c'est plus facile quand c'est quantifiable, sinon c'est dur d'avoir des ordres de grandeur. Et que les indicateurs sur d'autres sphères comme l'eau, la biodiversité, il y a moins de données qui existent. On se concentre sur l'aspect climatique dans ce webinaire-ci, mais on vous éveille vraiment, et puis on en reparlera à la fin, parce que c'est important, à considérer les autres aspects. Donc, pour rentrer dans le concret, il n'y a malheureusement pas de calculateur d'empreinte carbone exhaustif qui existe au Québec. Donc, on s'est encore une fois basé sur un calculateur français. Donc, c'est le calculateur de l'ADEME, qui est l'Agence de transition écologique en France, puis je pourrais mettre le lien dans le chat après. Ça permet de calculer son empreinte carbone en répondant à, je ne sais plus, une vingtaine, trentaine de questions. Donc, ce qu'on a fait pour le bénéfice du webinaire, c'est qu'on s'est créé un personnage québécois moyen qu'on a nommé Mathieu, au hasard. Donc Mathieu est un père de famille, donc foyer de 4 personnes, qui habite en proche banlieue, qui a un SUV, qui part une fois par année dans le sud en vacances, qui prend sa voiture pour aller au travail, qui mange de la viande, bref, je ne sais plus ce que je lui ai trop donné comme caractéristiques, mais je me suis basée sur des moyennes québécoises, sur la distance parcourue, la taille du logement, etc. Ce qui nous a donné une empreinte carbone de 9,8 tonnes, ce qui est assez proche de notre moyenne québécoise. Là encore, les données sont françaises, c'est-à-dire que l'empreinte carbone en France n'est pas la même qu'ici, sur plein d'aspects. Donc, on peut pas, je peux pas vous dire, par exemple, on va voir des exemples plus tard où on dit que si on réduit telle chose de 20%, ça réduit de 500 kilos, par exemple, de CO2. Prenez pas les chiffres pour valeur absolue. Encore une fois, ce à quoi on s'intéresse, c'est les ordres de grandeur, mais les chiffres en contexte québécois seraient possiblement différents. Ceci étant dit, comme on parle d'ordre de grandeur, ça fonctionne très bien. Ce qu'on voit pour Mathieu, donc, c'est qu'il a 3 principaux postes d'émission. Le premier, ça va être son alimentation, notamment la viande. Le deuxième, ça va être le transport. Et le troisième, ça va être le textile. D'accord ? Donc, si on regarde dans le détail, et puis là, on est rentré, donc le calculateur de l'ADEME est vraiment bien fait parce que ça donne vraiment l'option pour les gestes. En fait, on peut cocher des gestes qui sont présentés et on voit en temps réel notre empreinte carbone. Donc, si je fais ça, mon empreinte carbone passe de 9,8 à 7,5, etc. Donc, on voit comment est-ce qu'on pourrait se rendre plus vers un 2 degrés. Donc, on a pris le premier qui est le transport.
Et puis là, alors, bug technique. Vous voyez, le deuxième est flouté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé 14 fois de répondre à la question restante pour que ça marche. Je n'ai pas réussi. Mais on le voit que ça fait 1,5 tonnes. D'accord? Donc, je le dis pour ceux qui auraient du mal à lire. Euh, ce sur quoi on voulait attirer votre attention ici, c'est que le premier poste, c'est se passer de la voiture pour les trajets de moins de 5 km. Donc, c'est 1,7 tonnes, quasiment équivalent à rouler en auto électrique, qui est 1,5 tonnes. Donc, on voit qu'il n'y a même pas forcément besoin de changer d'auto, juste de lâcher. Et puis, dans le cas de Mathieu, c'est parce qu'il fait beaucoup, il se déplace beaucoup sur des petits trajets dans le scénario. Mais l'impact que ça peut avoir juste de changer les 5 km, parce qu'on s'entend que, par exemple, se rendre à Trois-Rivières ou à Chicoutimi en autobus, ça peut être plus compliqué. Mais là, on parle de trajet de 5 km, fait que des alternatives, il y en a plusieurs. Donc, c'est quelque chose qui est plus accessible que, par exemple, de devoir acheter une auto électrique qui peut présenter certains freins. On pourrait être surpris aussi du poids de l'avion, qui arrive seulement, entre guillemets, en 3e position. Parce que c'est donc un voyage dans le sud qui est à... j'ai mis en fait 4 heures d'avion aller, donc 8 heures aller-retour. Mais ça reste que c'est quand même 600 kilos d'équivalent CO2. Donc si on se ramène à notre 2 tonnes d'objectif, c'est quand même un quart. Donc en soi, c'est moins important que de se passer de la voiture pour les trajets de moins de 5 km, mais ça représente quand même une part importante. L'aspect aussi sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est les 2 derniers. D'accord? Donc, on parle d'adopter une éco-conduite. Donc, l'éco-conduite, en gros, c'est éviter les accélérations brusques, c'est rouler moins vite, c'est quand on peut éviter d'avoir, par exemple, un coffre de toit ou un porte-vélo qui crée de la résistance en fait, au vent et qui font qu'on consomme plus. Et l'autre qui est donc rouler moins vite sur l'autoroute. Donc, les autoroutes françaises sont à 130 km/h. C'est pour ça qu'ici, je suggère 110. Mais sur nos autoroutes québécoises, de rouler moins vite aussi. Ces 2 gestes qui, a priori, sont relativement accessibles, plus en tout cas que de changer d'auto ou d'utiliser le vélo ou la trottinette électrique, j'en sais rien, pour ces trajets de moins de 5 km. Mais si on les cumule, donc ce 3% et 3%, on en arrive à 6%, qui est autant que mon trajet dans le sud à chaque année. Le but, c'est pas, attention, et puis là, on veut mettre un gros warning. Le but n'est pas de se dire, oui, je fais de l'éco-conduite toute l'année et puis je roule moins vite, fait que je peux me permettre 3 voyages dans le sud. Non, on veut du cumulatif, d'accord? Mais ça donne un ordre de grandeur aussi de se dire que parfois, il y a certains gestes qui sont plus accessibles que d'autres et qui peuvent avoir un impact. C'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui. Le second point, donc après le transport, c'est l'alimentation, qu'on peut voir sur la slide suivante. Donc l'alimentation. Là, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que si on regarde les items 2 et 3, devenir végétarien, c'est 1,6 tonnes en moins. D'accord? Réduire la viande à 2 repas de viande par semaine, on est à 1,4 tonnes. La différence est quand même relativement minime. Puis c'est quelque chose qu'on trouve vraiment important d'apporter aujourd'hui. Judith l'a nommé au début, c'est de la nuance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ça soit noir ou blanc, il n'y a pas besoin de rien faire ou d'être parfait. Il y a beaucoup de nuances entre les deux, beaucoup de nuances de gris. Puis là, on voit que non, il n'y a pas besoin d'être complètement végé pour avoir un impact sur le climat. Puis, si vous voulez l'être, allez-y. Mais juste de réduire à 2 repas de viande par semaine, l'impact est quasiment le même. Donc, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense de faire une différence. L'autre aspect en alimentation vraiment important, c'est la viande rouge. Puis, c'est l'item numéro 4. Privilégier la volaille ou le porc, on est à 1,1 tonne d'économie. Donc, se priver de viande rouge, puis viande rouge, en gros, c'est le bœuf, c'est l'agneau et c'est le veau. Là aussi, on a un impact qui est quasiment équivalent à celui de manger 2 repas par semaine. Donc, de continuer à manger, mais de manger du poulet, de manger du porc, etc., ça fait une différence énorme. Donc, pour certains, pour qui ça paraît peu accessible de dire, bah oui, mais moi, j'aime ça la viande et puis je trouve ça compliqué de cuisiner végé, etc. Oui, mais juste de couper la viande rouge ou de la réduire fortement ou de réduire le nombre de repas de viande dans la semaine fait déjà une énorme différence. Le dernier point sur lequel on voulait attirer votre attention sur l'alimentation, c'est le dernier. Non, merci. C'est le 0 déchet. On entend beaucoup parler de 0 déchet. Et puis, si on regarde ici, on voit que le poids est quand même relativement très faible, donc 133 kilos. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 0 déchet, et puis on se base sur une étude qu'a réalisée le CIREG, qui est donc un organisme qui fait de l'analyse de cycle de vie ici au Québec.
c'est 5% des émissions de GES d'un aliment. D'accord? C'est juste 5%. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui explique que finalement, faire du zéro déchet, ça n'a pas tant d'impact climatique. Encore une fois, si on change de lunettes, d'un point de vue environnemental, ça peut être du plastique, ça peut être de la pollution, donc il y a d'autres prismes, mais si on prend le prisme juste climat, l'impact est minime. Puis on y reviendra pourquoi c'est important aussi, mais donc la dernière slide, sur l'empreinte de Mathieu, la consommation. Pour faire très simple, c'est consommer moins. C'est comme la meilleure façon d'agir. Mais si on regarde dans le détail, puis là encore, il y a eu un flou, c'est le dernier, je vous promets, mais c'est le textile. Puis le textile, 1.5 a justement fait un défi, en fait 3 défis. C'est un défi annuel. On a fait la 3e édition du défi détox vestimentaire, merci, au mois de mars. Donc c'est vraiment pendant un mois d'essayer justement d'accompagner les gens à revoir leur rapport au linge. Pourquoi? Parce que la mode, c'est, et puis je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas travaillé dessus, mais c'est 5% des émissions mondiales. Quelque Il chose me comme semble, ça. Ouais, fait que c'est quand même une part importante des émissions de GS en général dans le monde. Donc c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Donc de consommer moins de linge, de l'acheter seconde main, etc., c'est des choses qui peuvent faire une différence. L'autre aspect qui est mentionné, c'est allonger la durée de vie. Donc ici, sont mentionnés les appareils électroniques, les meubles, mais c'est valable pour tout. Pourquoi? Parce que ne pas changer de téléphone aux 2 ans, ne pas changer de laveuse à chaque fois qu'elle brise, ça a un impact climatique de faire ça. Si je remets mes lorgnettes d'environnement, ça a aussi un impact environnemental, encore une fois, sur les métaux, parce que nos objets électroniques nécessitent beaucoup de métaux. Donc, c'est d'allonger en gros, moins consommer, allonger la durée de vie de nos appareils et de nos biens. C'est pas mal ce qu'on peut faire de mieux en termes de consommation. C'est à toi. bon, réemployer, qui crée en plus beaucoup plus d'emplois, hein, Ouais. le réemploi, beaucoup plus d'emplois Et que le locaux. recyclage. Ouais. Alors, on arrive dans la fin de notre webinaire, on tire doucement à la conclusion, avec l'idée, vous l'aurez compris, que c'est pas tant de sortir son fouet et de se taper dans le dos, mais d'avoir une meilleure conscience de son impact. Puis, comme le disait Clémence, qu'il y a des choses qui finalement peuvent avoir un gros impact alors qu'elles sont assez facilement accessibles. Changer fondamentalement nos modes de vie à l'échelle individuelle, ça peut être complexe, ça peut être difficile pour la santé mentale, mais ça peut aussi se faire relativement bien avec des gestes qui sont cohérents avec notre mode de vie. En fait, on est vraiment dans un sujet pour lequel il y a beaucoup de jugements moraux, y compris venant de nous-mêmes. On va pouvoir passer à la slide suivante. On peut se donner une sorte de boussole qui est dans les gestes qu'on peut poser. Tous sont pas le même. Enfin, il y a comme une inégalité dans le coût de la transition. C'est de couper ce qui va pas trop affecter notre subsistance, par exemple. Puis là, on donnait un équivalent qui était encore sur le calculateur de l'ADEME. Couper un an de chauffage ou vraiment baisser son chauffage, on touche vraiment à notre subsistance, alors que se passer d'un trajet en jet privé, c'est des choses qui sont plus faciles à couper. En tout cas, la manière dont je l'ai présenté, c'était pas très clair, mais tout ça pour dire que en fonction de nos revenus, en fonction de nos modes de vie, on peut plus ou moins facilement revenir à l'os de ce qui coûte en termes d'empreinte carbone. Je vous disais tout à l'heure, l'étude de Carbone 4 indiquait que pour les classes les plus élevées, ça peut monter à 45% parce qu'il y a une tendance à consommer pour le confort ou pour le luxe ou pour les loisirs. Donc ces bouts-là sont plus faciles à ôter sans transformer radicalement notre mode de vie, plutôt que de s'efforcer à aller vers des choses qui sont liées vraiment à notre quotidien, etc. La deuxième axe qu'on peut se donner, c'est les choses qui sont relativement simples à mettre en place versus les choses qui peuvent être logistiquement compliquées. Là, on a un petit exemple qui est de changer son alimentation, on en parlait. On peut effectivement faire le choix de devenir 100% végétarien. C'est un changement de vie qui se fait. Il y a énormément de gens qui le font. De manière plus simple, c'est possible d'enlever complètement le bœuf ou la viande rouge. Sachant qu'un des chiffres qui m'avait marqué en préparant ce webinaire, c'est qu'un repas de viande rouge équivaut à 4,5 avec de la viande blanche ou à 14 végétariens. Je trouve que c'est comme
une idée à avoir en tête. Si je fais un repas de viande rouge, bon, bah, pendant les prochains jours, je peux faire aussi un effort pour manger principalement de la viande blanche ou principalement végétarien. Ça, il me semble que c'est plus facilement accessible à tout le monde que de se mettre à faire ses courses strictement localement dans des bocaux, etc. Ça, tout se fait. C'est juste que disons que le coût d'entrée ou le changement qu'on a à faire, il est un petit peu plus vaste par rapport à l'impact qui, sur le plan carbone seulement, est plus limité. Puis pour faire du pouce là-dessus, j'ai imaginé un peu un cadran en fait, avec une échelle qui est comme est-ce que c'est facile ou difficile, et l'autre qui est l'impact. Est-ce que ça a beaucoup d'impact ou pas d'impact? Dites-vous que le cadran en bas à gauche, qui a peu d'impact et qui est difficile, c'est peut-être pas la peine d'aller dans cette zone-là, de se concentrer d'abord sur ce qui a de l'impact et qui est facile, puis après de migrer tranquillement. Mais le cadran, quand c'est trop compliqué et que ça n'a pas d'impact, finalement, notre santé mentale, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ou est-ce qu'on peut choisir des gestes qui vont mieux correspondre à notre réalité? Puis donc, pour le dernier point, donc vraiment résumer tout ça, donc l'importance de faire des choix conscients. C'est-à-dire qu'on peut pas être parfait. Et puis je pense que trop longtemps, en environnement, on a entendu que, surtout quand on entend cet impératif de 2 tonnes, et ben là, c'est irréaliste, on va jamais y arriver. Non, on n'y arrivera probablement pas dans les quelques prochaines années. Mais de ramener de la conscience sur: «OK, ben je choisis de faire ce choix-là», qu'il s'agisse d'un geste pro-climat ou de poursuivre une habitude qui est pas bonne, mais j'amène de la conscience là-dessus. Comment le faire? Première question qu'on commence à bien connaître ici au Québec, mais c'est: en ai-je vraiment besoin? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'un 10e chandail? Est-ce que vraiment j'ai besoin de changer mon téléphone? Peut-être que la réponse est oui. Et si c'est oui, bah, ça sera ça, mais au moins j'ai le mérite de me poser la question et puis de me la poser vraiment, pas: «En ai-je vraiment besoin?» Ben oui, voyons. Non, de se poser vraiment la question. 2e en tête, puis c'est la dernière fois que je le dis, je le promets, mais ne pas penser juste au climat. Il y a d'autres considérations environnementales, d'équité sociale et cetera à prendre en compte dans nos gestes. L'importance et puis ça, c'est vraiment, quelque chose que je sais que Judith aussi, mais que je porte très à cœur, c'est, l'importance de l'auto-empathie, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de reconnaître que, bah, non, c'est pas vrai que je peux pas être un Superman, une Superwoman du climat, que j'ai une réalité qui fait que, bah, je ne peux pas, par exemple, mettons, c'est pas le cas, mais j'ai 3 enfants, qui font du hockey, puis j'ai 3 games à laquelle il faut que j'aille dans la semaine. Fait que non, c'est pas réaliste pour moi de lâcher mon auto et d'y aller en autobus. Et de le reconnaître et de dire: «Non, arrêtez de me flageller là-dessus» et dire: «Par contre, je peux pas faire ça. Par contre, je peux réduire la consommation de viande à table, pour la famille. Par contre, je peux décider de ne plus partir en avion». Fait que de ramener cette auto-empathie, d'arrêter de se flageller sur le fait qu'on devrait être parfait partout. C'est-à-dire que ma réalité aujourd'hui, c'est ça, je l'accepte. Encore une fois, je ramène de la conscience là-dessus. Puis ça veut pas dire de l'autocomplaisance, de se dire: «Ah ben regardez là, je peux pas lâcher mon auto, c'est pas possible. De se dédouaner de faire des gestes, c'est pas ça l'idée. C'est plus c'est ça, d'arrêter de s'auto-flageller. Puis c'est des choses qu'on peut revisiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux pas, j'ai mes 3 enfants qui vont à des games de hockey, ils vont grandir. Au bout d'un moment, ils pourront y aller tout seuls ou ils arrêteront de faire du hockey. Fait que de se reposer la question 6 mois, 1 an après, se dire: «Est-ce que maintenant je pourrais ou je pourrais pas?» Peut-être que la réponse est oui, mais peut-être que ça a changé aussi, que je peux, modifier mes habitudes et mes comportements. Et puis enfin là, on va finir sur donc revenir aux gestes d'influence dont on parlait tantôt. Donc on en a nommé quelques-uns qui étaient votés, participer à des comités, écrire à nos députés aussi, on n'y pense pas, ou à des entreprises, on n'y pense pas assez. On a l'impression que, bah, oui, mais là, moi, si j'écris à ma banque, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Au contraire, en fait, si moi je n'écris pas à ma banque, c'est sûr qu'il se passera rien. Si je l'écris, il se passera peut-être rien, mais si on est 100, 200, 300 à écrire, là, il va se passer quelque chose. J'avais lu un exemple justement, mais c'était une banque qui avait reçu 300 courriels de clients et ils ont comme une règle que à partir de 300 personnes qui leur écrivent, ça devient un sujet qu'ils doivent absolument traiter. Puis c'est pareil pour nos députés et puis j'ai des amis dans le milieu municipal, ils me disaient aussi: «Si une personne écrit non, mais si on a des 5, 10, 15 personnes qui nous amènent un problème, on va devoir s'y intéresser». Donc il y a pas besoin d'être 1 500 personnes, de lever une pétition à 100 000 personnes pour faire mettre des enjeux sur la table. On peut avoir cette influence-là et puis elle est absolument nécessaire pour arriver à faire bouger encore une fois le 75 collectif dont on parlait tantôt. On peut influer dessus et vraiment et donc ne pas hésiter à considérer cet aspect-là qui en plus
à une dimension collective qui vient renforcer notre motivation à agir, de se dire, bah, c'est pas juste moi qui fais ou pas mon zéro déchet, qui réduit ma consommation de viande, mais je participe à un effort collectif qui est plus grand aussi, qui fait que tout le poids ne va plus reposer sur mes épaules. Donc, on voulait vraiment vous laisser avec cette dimension-là qui pour nous est absolument indispensable aussi. On peut mettre la dernière slide pour les... Voilà. Donc, vous retrouvez toute la famille 1.5 et Futur Simple en bas de la slide. Fait que c'est ça, on aurait fini, nous, pour notre tour d'horizon. C'était important pour nous de laisser du temps aussi pour répondre aux questions. Fait que, on sait qu'il y en a dans la salle, puis s'il y en a en ligne aussi, n'hésitez pas à les laisser dans le Q&A. Je vous regarde. Est-ce que vous avez besoin de... OK. Tellement. Vaut mieux si- Oh, j'en ai été étonné. Commencer la première. Tu mets ta main pour une question? Ouais. OK. Oui, oui, oui. Bon, ma première question, ça serait, vous dites que, comment dire, les entreprises, et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, individuellement, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que c'est les entreprises qui ont beaucoup d'impact. Quelle est votre opinion là-dessus? Parce que moi, ce que je pense, c'est que les entreprises, en fait, vivent à cause de nous et qu'on achète leurs produits. Si on ne les achète pas, il n'y aura pas d'entreprise. Et bon, enfin, Alors, je ne sais pas si je répondrai parfaitement à la question. Mon opinion importe peu. J'aurais envie de regarder plutôt les faits. En fait, est-ce qu'on se pose une bonne question quand on se demande où est la poule, où est l'œuf? C'est un petit peu comme opposer la responsabilité individuelle et collective. J'ai l'impression on a plus de chances d'arriver à des réponses stériles. Évidemment, c'est circulaire. Les entreprises, enfin, on est dans un système capitaliste qui nous pousse à beaucoup de consommation, qui suremballe, qui transporte des marchandises sur des millions de kilomètres. Heu, Se dire: «La responsabilité repose juste sur les entreprises», alors qu'on continue à consommer, leurs biens et services, c'est se déresponsabiliser. Donc évidemment, quand on regardait un petit peu la proportion, c'est juste de dire que ça émane, l'industrie, c'était quoi? 43 Trans 31% émanent de l'industrie. Et c'est bon d'avoir ces idées. Après, c'est des choix qu'on a à faire, nous, pour être conséquents avec nous-mêmes. La seule solution viable, mais ça, c'est une opinion personnelle, mais qui quand même, je pense, appuyer sur un certain nombre de rapports, c'est de baisser notre consommation. Il n'y a qu'en réduisant le nombre de biens et de services qu'on utilise quotidiennement qu'on peut éventuellement conduire à changer la structure d'économie capitaliste et mondialisée qui fait que c'est très excessivement carboné puis néfaste pour l'environnement. J'ai rien à ajouter. Mais en fait, c'est un tout petit point, c'est qu'on en revient. Je pense que dans la question, il y avait justement la partie sur c'est nous qui consommons, c'est nous qui continuons à acheter. Mais on en revient au pouvoir d'influence aussi. avec ce que vous venez de dire. En plus, Et, on peut aller encourager des entreprises qui sont en, en développement durable. tout à fait. Je pense qu'il y a une autre question. Non? Ah, pardon. Ah, ouais.
une très grande partie de sa bouffe est bio, mais c'est juste pour des enjeux de santé. Le climat est vraiment pas sur son radar, c'est vraiment des enjeux de santé. Et à la rigueur, on s'en fiche. L'important, c'est que les gens passent à l'action. Fait que en fait, il faut apprendre à connaître son public. C'est que la personne à qui on parle, est-ce que le climat est un enjeu important pour elle ou pas? Sinon, il y a peut-être d'autres portes d'entrée qu'on peut considérer. Et en général, ça faire l'appel à l'émotion aussi. Et puis quand je dis l'émotion, c'est pas la peur, parce qu'on entend souvent la peur. Ça a plus tendance à figer beaucoup de monde qu'à mettre à mettre à l'action. Et puis quand on l'utilise, il faut toujours l'utiliser avec une dose de OK, je te fais peur, mais en même temps, je t'explique comment tu peux contribuer. Sinon, on reste juste figé. Et en fait, je pourrais déblatérer pendant 5 heures sur comment communiquer. Mais en gros, je dirais c'est ça, que parfois, ne pas parler d'environnement, ça peut être une option aussi. Oui, pardon. En fait, j'avais le goût de rebondir là-dessus. Effectivement, savoir à qui on s'adresse, ça aide beaucoup. Si on est des gens qui sont déjà très proches d'agir, des gens qui agissent, ou si on est des gens qui sont très, très, très éloignés de ces préoccupations-là. Mais on a pas mal étudié grâce à notre chef scientifique la littérature de l'effet d'entraînement. Comment est-ce qu'on emmène des gens autour de nous? Donc ça va évidemment dépendre de qui parle, d'où, etc. Je pense être conséquent nous-mêmes par rapport aux choses qu'on fait, montrer que c'est pas facile, que c'est pas si compliqué, que c'est très facile, que c'est accessible, ou que c'est bon. C'est bête, mais on a eu un reportage récemment sur les incidences du food shaming, donc être en train de culpabiliser les gens. C'est comme un peu le mode de communication classique, hein, de culpabiliser les gens. Bouh, tu manges de la viande. Ça, c'est très peu efficace. Effectivement, ça va pouvoir conduire à un changement radical, mais il va être très rarement sur le long terme. Et comparativement, tout ce qui fait appel au plaisir, donc donner des super bonnes recettes, je sais pas, on invite des gens, on mange super bien, il se trouve que c'est végétarien. C'est comme en montrant juste par l'exemple que c'est facile, que c'est accessible, que c'est bon. Donc c'est plutôt par les co-bénéfices. Tout ce qu'on gagne à faire, les économies qu'on peut faire, etc., ça peut permettre de s'adresser à des personnes sur un spectre plus large d'intérêts. Et ça tient aussi en compte de la fatigue climatique qui est quand même très grande au Québec et ailleurs. On en entend tellement parler, puis comme je disais, il y a une espèce de bruit constant qui fait que ça a perdu son impact. Donc, il y a plein de méthodes, mais j'ai l'impression, en tout cas moi, je suis personnellement euh, euh, affectée positivement par des personnes que je vois continuer dans un mode de vie relativement sobre. Ça a l'air d'être si facile, etc. Enfin, en tout cas, ça me donne envie de le faire par effet de contagion, parce que je vois que c'est fait dans le plaisir et que ça dure sur le long terme. J'ajouterai un tout petit bout. Parfois, c'est pas facile, puis c'est correct de le nommer. Au contraire, parce que les gens disent, là, c'est super facile pour elle, et puis moi, je galère. Fait que de le nommer, ça rend aussi ça plus accessible, et puis c'est l'occasion de partager, de dire, oui, j'ai trouvé ça vraiment difficile, mais par contre, j'ai trouvé ça comme solution. Fait que ça aide la personne aussi. Donc, que ça soit difficile ou pas, en fait, c'est d'en parler, et puis d'être authentique là-dedans. Moi, je n'ai pas une question, mais je profiterai de ce que vous avez mentionné pour parler de l'atelier 2 tonnes qu'on offre ici dans nos activités. Puis bon timing, on en a une lundi soir qui s'en vient. C'est une soirée avec tous les ateliers, la biodiversité, l'économie circulaire. Puis l'atelier 2 tonnes, c'est vraiment un atelier pour on fait un exercice avant d'arriver, fait qu'on mesure son empreinte personnelle. Puis après ça, quand on arrive, il y a comme 8 tours de jeu de cartes. Tu prends des choix individuels. Après ça, tu prends des choix en tant que collectivité. Après ça, c'est individuel, collectif. Puis à chaque fois, tu as des choix à prendre selon des budgets ou un nombre de cartes à choisir. Puis là, tu vois l'empreinte tout de suite sur ton empreinte carbone. Puis c'est des données québécoises. Fait que moi, quand j'ai participé à ça, ça m'a vraiment parlé, là, de voir le choix direct que je prends avec les choix qui me... Puis évidemment, ce n'est pas tous les choix qui existent qui sont là, mais en tout cas, si ça vous intéresse vraiment de voir l'impact, c'est vraiment un atelier qui est pertinent à présenter. Et vu que j'ai le micro, je vais continuer à partager une autre chose. J'ajouterais aussi que participer à des ateliers, tu sais, comme aujourd'hui, entendre on n'a jamais la même attention dans une journée d'un événement à l'autre. Tu sais, un jour, on peut entendre la conférence d'aujourd'hui, puis là, j'enregistre une chose. Mais je vais peut-être la réentendre 3 fois. Le contenu d'aujourd'hui peut amener
quelque chose d'autre va cliquer dans ma tête, puis là, je vais partir avec ça. Fait que n'hésitez pas des fois à réécouter des conférences ou à participer à des trucs qui ont l'air similaires, parce qu'on n'est jamais la même personne au moment où on participe. Puis les ateliers sont souvent extrêmement mobilisateurs. On jase avec des personnes, puis quelqu'un te partage son truc, puis tu es comme, oh my God, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça, mais on peut pas toujours penser à tout non plus, puis c'est tout à fait normal, tu sais. Fait que c'était mon petit pitch. Ouais, c'est pas vrai. Pour un habitué de nos événements ici, là. Est-ce que vous prenez les questions des gens en ligne? Je ne voudrais pas prendre leur place. Il n'y en a pas pour l'instant. Fait que... Ah bon. Ah oui, je voulais ça parce que vous semblez très experte, en tout cas dans vos organismes 1.5 ou Futur Simple en communication environnementale. Est-ce qu'il pourrait y avoir, Madame la directrice de la Maison du développement durable, après une présentation de ces merveilleuses personnes pour nous apprendre à communiquer justement communiquer le mode de vie environnemental, comment le transmettre, comment le rendre contagieux. Euh, Est-ce que ça pourrait être un événement? Oui, oui, je sais. Au dernier atelier d'automne qu'il y a eu ici, il y a quelques semaines, on parlait aussi de ce qui se passe avec nos voisins du Sud, le changement de comportement qu'on a rapidement pris de ne rien acheter américain. Là. Tu sais, à l'épicerie, tu vois des gens, ils lancent les laitues iceberg, puis ils relancent, oh my God, c'est américain. Mais c'est qu'on est capable de faire des changements rapides quand on se sent interpellé. Là, on s'est senti interpellé avec le nouveau gouvernement américain. Fait qu'on a, en tout cas, moi, je vois plein de monde changer drastiquement de comportement. Fait qu'on n'est pas incapable. Puis, mentionner aussi, je sais, ben, en fait, Marie-Ève, tu confirmeras, mais on a donné en novembre dernier un webinaire justement sur notre guide, en fait, de présentation de notre guide de communication environnementale. Fait que je ne sais pas s'il est encore en ligne et accessible. OK. Ah oui. Mhm, mhm. Mais qu'est-ce que c'est ton nom, Marie-Ève? Oui. Pour Madame la directrice, Marie-Ève disait justement, il y a des choses qui motivent les gens, comme Monsieur Trump ou comme la COVID. Ma question, c'est comment ça se fait que quelque chose qui est 1000 fois plus important que Trump ou la COVID, qui s'appelle l'effondrement de la vie sur Terre, ne motive pas les gens? Et que ça prend donc des trucs assez secondaires, à mon avis, qui ne durent pas très longtemps et qui motivent les gens pour une très courte période. Vaste question. Oui. Plusieurs choses me viennent en tête. La première, c'est d'où on part. Puis tu sais, la Covid et Trump, on part de la peur. Puis on le sait que dans des situations de peur, les changements sont rarement durables. On l'a vu, on était tous très enthousiastes, je veux dire. Dans le contexte de la Covid, on était malgré tout contents de voir qu'il y avait une réduction des gaz à effet de serre. On s'est dit, les gens ont changé leurs habitudes, etc. Ça va durer. Ça n'a pas duré. Là, la consommation locale, on s'était dit ça au début de la Covid aussi, consommer local pour soutenir nos producteurs, etc. Ça n'a pas duré. Est-ce que là, ça durera avec Trump ou pas? Je ne le sais pas. Mais on voit que quand on part d'une place de peur, en général, ça n'a pas tendance à s'ancrer réellement. Donc, on en revient aux motivations de le faire. Pourquoi est-ce que je le fais? Si je le fais pour éviter quelque chose, c'est moins puissant que si je le fais parce que j'aspire à quelque chose. Donc, d'arriver à trouver les bonnes façons, les bonnes approches pour la personne, c'est ça qui va être intéressant. On en revient à mes portes d'entrée dont je parlais tantôt, qui est une façon de le faire. Mais c'est ça. Je pense que ce qu'on observe actuellement, j'ai vraiment l'espoir que ça perdure. Mais j'ai comme quelques doutes d'après ce qu'on a vu par le passé. Tu complétais? Ouais. Comment se fait-il qu'on n'a pas peur de l'effondrement de la vie sur Terre? C'est la question. Merci, je me disais qu'il manquait quelque C'est quand chose. même beaucoup plus épeurant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, et puis on n'en a pas parlé parce que, bref, il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui sont des raccourcis que fait notre cerveau pour nous faciliter la vie. Puis depuis quelques années, en climat notamment, on entend parler de biais cognitifs et on a tendance à les diaboliser. À la base, il faut quand même comprendre que c'est ça qui nous permet de fonctionner au quotidien, parce que si on devait se
pousser une réflexion maximale à chaque fois qu'on devait décider d'une action, notre vie serait extrêmement compliquée. Donc les biais sont bénéfiques. Mais dans certains cas, ils créent une distorsion. Et puis là, notamment, c'est ce qu'on appelle le biais de distance, qui fait que les changements climatiques, on ne les voit pas au quotidien parce que c'est quelque chose, à part quand c'est une inondation ou une tempête de verglas, etc. Sinon, c'est quelque chose d'incrémental. La température, elle augmente, mais tu ne la vois pas augmenter. Les glaces, elles fondent, tu les vois pas Le fondre. phénomène de la grenouille. Oui, exactement. Fait que c'est très lent, ce qui crée aussi un phénomène d'habituation. C'est-à-dire que, et puis ça a été prouvé dans des études, les gens qui sont exposés de plus en plus aux ouragans, pour eux, avoir un ouragan à chaque année, ça devient la norme. Alors qu'en fait, ça n'était pas il y a 10 ans. Fait qu'il y a un phénomène d'habituation qui fait ça, parce qu'on a aussi la perception que, même si le Québec est un des pays, un des endroits dans le monde qui se réchauffe le plus vite, notamment le nord du Québec, mais même le sud, malgré ça, on a la perception que ça ne nous concerne pas. Que finalement, on n'est pas tant impacté que ça au Québec parce qu'on ne voit pas les manifestations concrètes. Puis parce que c'est trop gros aussi. Tu sais, ça concerne tout le climat. On le dit souvent chez Futur Simple 1.5, le climat est dans tout. Il est vraiment partout. Ce qui, à la fois, nous donne des leviers d'action, parce que ça veut dire qu'on peut agir un peu partout, mais ce qui fait aussi que parfois, ça semble un peu démesuré par rapport à la petite personne que nous sommes. Fait que c'est ces biais-là qui font qu'on a tendance à se replier et puis à pas considérer l'enjeu. Donc, on peut le décortiquer. Puis c'est ça, notamment en communication, on parle beaucoup de arrêter avec les ours polaires parce qu'on ne se sent pas concerné par un ours polaire, mais de ramener ça dans notre quotidien et puis pas forcément juste des animaux, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi qui habite aux îles de la Madeleine, ça veut dire que peut-être que ma maison, dans 10 ans, elle ne sera plus là parce qu'il y a l'érosion des côtes. Ça veut dire que ma mère ou ma grand-mère, les vagues de chaleur plus fréquentes, ça va l'affecter directement. Donc de ramener ça concrètement dans le quotidien des gens, comment ça les impacte, c'est une des façons de rendre ça plus réel. Je peux continuer si je suis tout seul ou il y a d'autres questions? Ah, Allô? Moi, j'aurais une question. C'est quand même assez compliqué quand c'est autour de l'alimentation, etc. C'est peut-être plus facile d'inciter les gens à poser des gestes. Mais je pense par exemple aux textiles ou aux objets numériques qui sont tellement dont la consommation sont tellement des marqueurs sociaux. Aussi, il y a tout le côté obsolescence programmée, cognitive. Euh, Comment on peut inciter, arriver à ce que les gens se détachent de la vision de la consommation comme un besoin? Parce que souvent, on dit, est-ce que tu en as vraiment besoin? Mais dans la tête du consommateur, c'en est un à cause de mille et une raisons de publicité, etc. Donc, je voulais savoir, vous, comment vous voyez ça dans des perspectives est-ce que c'est quelque chose qui est considéré dans vos recherches à Futur Simple et à 1.5 ou... C'est pas vraiment une question là, c'est plus quelque chose de plus large, mais je voulais vous entendre sur ça. Alors, je vais avoir une réponse qui a un biais de sociologie très clair. Alors, ce dont on parle là, c'est les normes sociales. C'est vraiment le cœur du... En fait, c'est le cœur du travail de Futur Simple et de 1.5. Je m'approche, la norme sociale s'approche. Donc, c'est ça, la question de comment on change les normes sociales, c'est évidemment excessivement complexe, mais c'est le cœur du travail de Futur Simple et d'1.5, de voir par quelle stratégie on peut réussir à changer les normes sociales. Pour le climat, ce qui est particulièrement compliqué, mais là, je vais juste parler comme Judith Oliver, c'est que par rapport à je possède ceci, j'ai refait mes cheveux, cela, je porte des ongles, ceci, on parle de choses qui sont ostentatoires et visibles. On va avoir plus facilement tendance à attirer des gens par rapport à des choses qu'on possède, qu'on peut voir, qu'on peut montrer. Par rapport au changement de comportement lié au climat, en fait, c'est beaucoup des choses qu'on retire. On arrête de faire ceci, on arrête de faire cela, etc. Donc, il faut faire exister l'invisible, il faut dire ce qu'on a enlevé. Et ça fonctionne dans le sens où on voit, là, il y a eu une espèce de mouvement, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore en cours, là, sur TikTok, l'Under Conception Core. Les gens se mettaient en scène en train de ne plus consommer ceci, cela, tout en étant dans les vecteurs complètement classiques de création de besoins par fraction de seconde. Donc oui, c'est possible.
ça a des vertus. En fait, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, qui sont influenceurs en se mettant en scène là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est que ça peut être gaussant et culpabilisateur aussi. En fait, c'est là toute la difficulté de changer les normes sur le climat, parce qu'en plus, on parle de revenir à des modes de vie pour lesquels l'indice de bonheur, enfin, il y a des indices qui n'ont pas augmenté avec la superficie de nos maisons. Aux États-Unis, c'est 50 mètres carrés, je crois, de plus par maison. L'indice du bonheur, donc c'est en fait nous une des clés qui nous intéresse beaucoup, c'est de dissocier les besoins fondamentaux dont on a, enfin c'est ça qui nous font nous lever le matin, des besoins qu'on nous impose, qui reposent sur l'idée qu'on manquerait de quelque chose, alors que les besoins fondamentaux nous sont propres. On peut les combler par toutes sortes de stratégies. On n'a théoriquement pas besoin de l'autre, sauf quand c'est des besoins de coopération, etc. Mais ça ne va pas dépendre de Marie-Ève. J'ai un besoin de coopération, je pourrais coopérer avec n'importe qui. J'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de retrouver mon estime de moi. Je peux le faire en achetant une nouvelle robe ou je peux le faire en faisant du bénévolat. Oula, j'ai fait des exemples très caricaturaux et très avec des messages moraux en dessous. Mais tout ça pour dire que on a peu de on a peu de communications qui vont dans ce sens-là, tout simplement. Casquette de sociologue encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont à perdre à ce qu'on change nos habitudes, beaucoup d'intérêts économiques, industriels qui sont en jeu. Puis c'est pas militant du tout de dire ça, c'est factuel. Il y a énormément d'argent qui est mis dans la communication, que ce soit par le biais des influenceurs ou par le biais des canaux classiques de publicité, pour qu'on continue à maintenir notre mode de vie, parce qu'il y a énormément de sous qui se font avec ça. Et donc tous ces messages-là, dans leur proportion, sont beaucoup plus importants que ceux qui montrent que niveau sous, ça va nous coûter excessivement cher de gérer ou l'adaptation ou la lutte au changement climatique, ou même juste de subir ces changements climatiques-là. Donc c'est une question de... Il y a des enjeux économiques et politiques là-dedans, là, qui captent notre attention et à quelle fin. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? La norme sociale, c'est non, c'est un trait, quand on réfléchit à cet angle-là, comment on peut changer les normes sociales, il est toujours bon de se rappeler qu'on est, en fait, elles sont de courte durée. Je sais pas si je pense que tu as peut-être des chiffres là-dessus, là, mais sur les exemples des tote bags qu'on utilise, là, de plus, quand j'étais petite et qu'on faisait l'épicerie, on revenait avec 350 000 sacs plastiques et c'était parfaitement normal. Je suis plus capable d'aller faire des courses sans avoir mon propre tote bag. Il y a des gestes qui s'impriment assez facilement, il y a des changements réglementaires qui vont nous encourager à faire ça. On voit pour la cigarette qu'on n'a plus le droit de fumer dans certains lieux. Changer les règles collectives, ça va avoir une incidence sur nos comportements. J'ai vu j'écoutais un podcast où la sociologue, elle parlait quasiment de dressage, là, que à son époque, on l'a tellement tanné sur le fait d'éteindre la lumière en quittant une pièce que encore aujourd'hui, elle continue à le faire. Il y a quelque chose de l'ordre des changements collectifs qui peuvent être atteints par des réglementations collectives. Et très rapidement, pour rebondir effectivement sur ce point-là, hier, j'ai assisté justement à une présentation d'équiteurs qui travaillent à développer un indice de durabilité. Et tu prenais l'exemple du téléphone, mais ça peut être ça. Tout ne repose pas sur l'individu qui va prendre son courage à deux mains et puis résister à l'injonction de la norme sociale, mais il faut de la réglementation. On en revient aux 75%. Oui, nous, on peut résister, mais puis je suis tombée récemment sur une métaphore que je trouve très parlante. C'est comme si on avait un nageur qui nageait à contre-courant dans une rivière avec plein de méandres. Tu peux lui demander de nager plus fort et plus vite, mais ça reste qu'il y a du contre-courant et qu'il y a des méandres. Puis justement, ce contre-courant, c'est tout l'environnement de choix, c'est-à-dire dans quel contexte est-ce que je fais mes choix. Et le fait que ça soit des méandres plutôt qu'une ligne droite, c'est la réglementation. Fait que si on travaille sur l'environnement de choix et la réglementation, ton nageur, il va nager. Mais tu peux lui demander tout ce que tu veux d'aller plus vite, plus fort, si tu ne travailles pas sur le courant et le sens, et la rectitude de ta rivière, ça va être compliqué. Donc ça prend du réglementaire. Oui, donc, mais pour vous qui êtes dans le domaine, je sais pas, de la communication environnementale, est-ce que vous voyez un mouvement dans la population
une prise, je dirais pas une prise de conscience, parce que moi, je pense que tout le monde est conscient, parce que, en fait, une prise d'action plutôt, est-ce que vous voyez que la communication environnementale que vous prônez, que vous diffusez, a un certain effet pour faire passer les gens à l'action? Est-ce qu'il y a un mouvement qui s'amplifie vers l'action environnementale et en même temps, cette action-là, il me semble tellement, les comportements semblent tellement lents à changer versus l'existence de 25 boucles de rétroaction négatives qui vont beaucoup plus vite que les changements. Euh, comment vous, comment vous voyez tout ça? Tu te recules, donc c'est à moi. En fait, je vais me baser sur le baromètre de l'action climatique, qui est un sondage qui est fait chaque année par l'Université Laval et puis qu'on a co-initié. Ce qu'on observe, c'est que oui, il y a la conscience, il y a 82% des Québécoises, des Québécois qui disent qu'il y a urgence d'agir. Puis ça, c'est assez stable. C'était 85 en 2019, mais bon, c'est assez stable. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le taux d'engagement, d'action effective déclarée, parce que c'est un sondage, c'est que c'est déclaré, ne bouge pas année après année. Puis même dans les intentions, on pose la question, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez l'intention de le faire d'ici un an? Puis quand on regarde d'une année sur l'autre, mettons, je n'importe quoi, il y a 45% des gens qui disaient qu'ils le faisaient et 15% qui avaient l'intention. On est à 45 et 15 l'année suivante. Donc les intentions ne se transforment pas en action. Donc non, ce qu'on observe actuellement, et puis il y a 1000 raisons derrière tout ça, mais c'est que la conscience collective ne se transforme pas encore en action. Et puis c'est ça, c'est la mission de Futur Simple, c'est d'essayer de comprendre cet écart-là et puis d'identifier les leviers qui font qu'on va être capable. Il y a une dimension collective qu'il faut ramener. Et puis là, je parle de ma conviction personnelle, mais on a trop mis le poids sur les individus, fait qu'il y a une fatigue climatique. Il y a un Québécois sur 3 qui dit en avoir marre d'entendre parler de climat. Et que c'est beaucoup. Et puis, en ce moment, en plus, il y a une situation économique, une situation géopolitique qui est extrêmement complexe, qui fait que l'environnement, on l'a vu aux dernières élections, n'est pas parmi les préoccupations principales. On en a parlé, les co-bénéfices. Il y a plein de co-bénéfices à l'action climatique. Fait que d'expliciter davantage que non, agir pour le climat, c'est pas juste pour agir pour le climat et puis pour nos arrière-petits-enfants. Il y a des bénéfices à court terme, mais ça prend une réflexion collective puis des différents paliers de gouvernement pour accompagner ce changement-là. On ne peut pas être juste sur un changement individuel parce qu'on le voit que ça ne se matérialise pas et puis que si on l'attend, ça va prendre trop de temps. Sur ce que les citoyens leur demandent et que les citoyens ne votent jamais pour les partis qui ont une plateforme écologique intéressante, alors on tourne en rond, non? On en revient à nos fameux facteurs d'influence. Alors, encore une fois, j'ai une casquette plus de sociologie et sciences politiques que de... En fait, si on regarde ce qui se passe sur le plan fédéral, vu la structure du mode de scrutin, je pense que c'est compliqué d'avoir un vote d'influence. Par contre, j'ai pu observer, par exemple, sur mon arrondissement, l'incidence concrète d'avoir une équipe qui essaye de changer des places. Puis je pense que ça se voit au niveau des municipalités, arrondissements, municipalités, à travers des collectifs, des OBNL. En fait, il y a des réglementations qui se mettent en place sur des échelles un petit peu plus petites. Où, fort heureusement, l'environnement est dépolitisé. Parce qu'un des principaux freins, c'est qu'il y a une polarisation sur l'environnement, ce qui est un mystère quand on y pense, parce que si on n'a plus d'eau potable ou si on n'a plus de biodiversité, ciao tout le monde. Mais c'est comme s'il y avait un débat. Alors qu'il y a un consensus scientifique, on continue à faire croire qu'il y a un débat là-dessus parce qu'il y a trop d'enjeux économiques en jeu. Mais en tout cas, moi, je crois que c'est possible, que c'est pas seulement le serpent qui se mord la queue. On peut avoir une influence, écrire à des entreprises, aller à notre conseil d'arrondissement, écrire à notre maire, mairesse, ou c'est possible, à mon avis, d'exprimer notre voix. Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Puis oui, une des choses qui me fâche le plus personnellement, c'est qu'on ramène l'environnement à un sujet, puis même dans les médias, parce que
si Futur Simple travaille la communication climatique 1.5, essaye de voir comment on en parle en journalisme, comment on peut faire du journalisme environnemental qui tienne compte de cette fatigue climatique-là. Et ce qu'on peut observer, c'est que le climat est traité comme un sujet, alors que ça devrait être un angle de vue sur absolument tous les sujets. Qu'on parle de finance ou de syndicats ou de n'importe quoi, l'angle climatique devrait être toujours là. Je dis un devrait parce que c'est une conviction personnelle, mais on le voit. Puis il y a eu un festival de journalisme tout récemment où il y a encore des personnes qui disaient que les journalistes environnementaux tendaient au militantisme. Voilà, ça continue à être pensé comme ça. Parler du climat, c'est pas militant, c'est pas politique, c'est une manière d'informer, de regarder n'importe quel sujet d'actualité à travers un angle, tout simplement. On pourrait regarder l'angle économique, c'est celui pour lequel on pose aucune question, mais qui est quotidien dans nos vies. Donc non, le serpent se mord la queue quand on prend des très grandes échelles, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un moyen d'agir. Plus local. Merci. Je pense que ça va clore notre webinaire de ce midi. Merci à tous d'avoir été avec nous en ligne et dans la salle. Est-ce qu'on va partager la présentation? On peut aux gens? Parfait. Puis je vais retrouver le lien aussi de l'autre conférence qu'on a eue en novembre que je vais vous partager. Et puis, je veux remercier nos partenaires qui nous permettent d'avoir des événements gratuits comme aujourd'hui, donc Hydro-Québec et Desjardins. Et merci à vous deux d'avoir accepté d'être avec nous ce midi. Puis je sais qu'on vous revenez à l'automne. À l'automne, on a 3 autres conférences avec vous. Donc, un grand merci. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour terminer? Non, merci à vous. Même chose? Parfait. Bon, ben merci à tous, puis bonne fin de journée. Merci. Oui, qu'on espère que vous repartez effectivement plus mobilisés.